coup, suite au cours... Tout le monde a vu les vidéos, les gens qui étaient pas là? Ouais, oui. Et du coup, oui, suite au cours sur l'importance des mots, leurs fonctions, etc., je vais continuer un petit peu aujourd'hui là-dessus, et après, on fera une introduction à la dialectique, parce que j'en ai énormément parlé, et sans approfondir vraiment ce que c'était. Donc j'ai jugé bon de commencer maintenant à en parler, donc ça risque d'être un petit peu long, par contre ça prendra peut-être plusieurs cours, c'est même sûr en fait. Ce sera peut-être un peu compliqué parfois, j'ai vraiment essayé de faire au plus simple, mais du coup, si à certains moments c'est pas bien clair ce que je dis, coupez-moi la parole, et, enfin levez la main, soyez gentils, et voilà, et bon voilà. Du coup, la dernière fois, on est revenu donc sur tout ce qui était importance des mots, etc. Et leurs fonctions, notamment dans la pensée, et ce pourquoi, quelle était leur fonction. Donc j'aimerais insister sur une dernière chose par rapport à ça, et qui va nous permettre ensuite de revenir sur la distinction qu'il y a, encore une fois, entre la philosophie et la science, et vous verrez qu'elle est fondamentale, notamment pour bien comprendre ce qu'est la dialectique, encore une fois, et bien comprendre que ce n'est pas simplement une théorie appliquée au réel, j'ai rien dit en fin de cours. Il y a une autre chose qui est importante donc, avec les mots, dont on ne se rend pas forcément compte, et c'est tout l'art de la poésie et de la littérature, ce qui fait dire souvent à Dominique Regani d'ailleurs que la différence entre les mathématiques et la poésie, c'est que la poésie est une science exacte, ce qui a priori comme ça est un petit peu osé, mais finalement on se rend compte qu'il y a des raisons à tout cela. Prenons plusieurs exemples. J'ai fait exprès de ne pas piocher dans la poésie, puisque c'est l'art absolu pour ça et que ça se retrouve aussi dans la littérature. Si on prend différents exemples que j'ai là, notamment Chateaubriand dans René, lorsqu'il écrit « La nuit, lorsque l'aquilon ébranlait ma chaumière, que les pluies tombaient en torrent sur mon toit », là on a une allitération en T qui indique, ce sera important après, hein, on a l'impression que je digresse et tout, mais non c'est important. Il y a une allitération en T, donc les pluies tombaient en torrent sur mon toit, qui donc insiste vraiment sur la sonorité que produit la pluie. Et donc on sent aussi que dans les mots, il y a une importance du son qui va influencer le sens des mots. Beaucoup de linguistes pensent le contraire, aujourd'hui disent que c'est dû au hasard, et pourtant quand on voit dans le langage courant des mots tels que, je ne sais pas, par exemple glauque, est-ce que glauque ça vous inspire quelque chose de positif? A priori. Non. Voilà. Alors que glauque, en fait, c'est une très belle couleur, c'est une couleur Dieu entre le turquoise et le vert, et c'est une très très belle couleur en fait. À l'origine seulement, on voit qu'avec le temps, et ben, glauque, ce mot, de par l'influence du son, a eu une influence significative sur le sens de ce mot, et aujourd'hui on l'utilise pour dire quelque chose qui est plutôt désagréable. Il en va de même par exemple du mot vergogne. Vergogne, on dit d'ailleurs il n'a pas de vergogne, parce que c'est une qualité positive d'humilité, de don de soi, etc. Or, aujourd'hui, le mot vergogne, très souvent, a priori, de par le son, est entendu comme quelque chose d'assez négatif. Je pense à l'inverse aussi au mot ravissant, qui vient en fait de ravisseur, et donc ravisse quelque chose, et aujourd'hui c'est employé pour dire que c'est quelque chose d'agréable, d'appréciable. Donc on sent avec ce bruit des S qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, a priori quelque chose d'appréciable, et donc que les mots sont influencés par le son. Et donc ils nous disent beaucoup de choses. Donc c'est tout l'art de la poésie et de la littérature aussi, donc de nous donner un sens qui a priori n'était pas facile ou pas facilement cernable avec des grands concepts, des grandes théories, etc. Donc on va passer par le détour, c'est-à-dire par le recours à la métaphore, à l'allitération, à l'assonance, etc., qui va accentuer le sens de ces mots. Je pense aussi à Racine dans Andromaque, lorsqu'il écrit pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. On entend bien le sifflement et donc on imagine ce serpent-là. Et donc il y a encore une fois cette allitération en S qui donc va influencer énormément le sens qui est donné à la phrase ou qui est donné au mot. Et donc a priori ça paraît comme ça assez insignifiant,
Mais là où c'est quelque chose de très intéressant, et je le vois moi aussi, notamment dans mes activités parallèles en thérapie, en hypnose, en PNL, etc., c'est que eh bien, ça va directement toucher notre partie subconsciente et donc peut-être mieux nous parler et être beaucoup plus clair pour nous de par cette accentuation du sens qui va toucher directement voilà, justement nos sensations, nos sens, là où un discours beaucoup plus brut avec des mots clairs n'aurait pas forcément, nous aurait pas forcément amené à ça. Dernier exemple, et parce qu'il est important, je ne vais pas m'étendre dessus plus longuement, chacun comprendra pourquoi je l'ai choisi, je pense, en ayant vu les autres vidéos. Les deux derniers paragraphes de Germinal, de Zola, où du coup il y a une longue métaphore filée entre la germination. Est-ce que tout le monde a lu ou vu Germinal? Oui. Oui. Pourquoi c'est du spoil? C'est quoi? C'est du spoil? Non. Bon, en fait, putain, bah, du coup, j'avais pas prévu de résumer, mais on va résumer quand même. C'est pas grave, De quoi? On résume pas. Ouais, mais c'est quand même important. Donc, du coup, ça se passe fin du 19e, dans les mines, et arrive Étienne Lantier, qui, au milieu de ces mineurs-là, va tenir un discours un peu révolutionnaire, etc. Et on voit la posture aussi de l'anarchiste dans le Germinal qui est tenu dans des bistrots, etc., où il veut tout faire péter, et où Étienne Lantier, lui, construit, essaie en tout cas de construire une structure viable afin justement de faire en sorte que les ouvriers prennent conscience, renouent avec leur conscience de classe tout simplement, et s'élèvent contre les conditions sociales qui sont les leurs. Et donc Germinal, les deux derniers paragraphes qui donc sont très intéressants. C'est important, a priori, encore une fois, il n'y a peut-être pas de lien, mais ce sera très important, j'y reviendrai une fois qu'on aura terminé les cours sur la dialectique, parce que justement, dans ce texte-là, il y a une vraie démarche dialectique. Bon. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie, les bourgeois servaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillaient d'un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes. Le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Au rayon enflammé de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une comparaison entre la germination à l'intérieur de la terre et en même temps la conscience de classe des ouvriers qui est elle aussi en train de germer, qui va amener quelque chose. À la fin, Étienne Lantier part et... ah ben non, je ne vais pas me spoiler complètement. Mais en tout cas, ça ne se termine pas forcément très bien. Mais a priori, voilà. Ce qu'on voit dans ce paragraphe, c'est que Zola nous annonce quelque chose qui est à même de germer et qui dans les années, dans les siècles futurs, va probablement éclore. Là où c'est important donc, de revenir là-dessus, c'est que finalement on pourrait croire que par le fait que la philosophie, la littérature n'utilise que les mots, et bien elle n'apporte pas vraiment de preuves. Or, si on s'attarde plus longtemps, voilà, par exemple, sur ce que je viens de vous dire ici, on voit que la philosophie est sans cesse en train d'amener des preuves, et contrairement à la science, bizarrement. Il y a plusieurs moyens de mettre en évidence une certitude, enfin de cerner quelque chose comme certitude. C'est l'évidence, c'est-à-dire si je dis il fait nuit, là tout le monde va me dire oui il fait nuit. Il y a la démonstration et il y a la foi. Et la philosophie est contrainte, de par les outils qu'elle utilise, de passer par la démonstration et donc de travailler sur, d'apporter des preuves en permanence. Et ça, c'est parce que la philosophie travaille sur le réel et sur le concret, je vais y revenir, là où la science, elle, travaille bien davantage sur des généralités abstraites. Donc c'est toute l'importance de ce que parlait de dire, finalement. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Voilà. On a deux verres. Donc, a priori, on a l'impression que c'est la science qui s'intéresse au réel et qui nous apporte des preuves. Logiquement, tout le monde dira, le philosophe, lui, il ne s'intéresse pas vraiment au réel, il est, encore une
fois, je me parlais plusieurs fois, il se porte au-dessus du monde, etc. Il n'est pas connecté au réel, etc. Alors que la science, elle, bon, elle est à même de nous dire ce qu'est un verre, par exemple. J'ai pris un exemple tout à fait bateau des verres parce qu'ils étaient là, et qu'ils sont identiques, on y reviendra après. Juste parce qu'encore une fois aussi, pour voir que la philosophie, elle démarre avec des problématiques qui sont simples et très concrètes. Ça ne sert à rien d'aller dans des abstractions complètement hasardeuses, alors qu'en fait, ça commence tout simplement là. Or, la distinction fondamentale, c'est que si on demande aux scientifiques de donner une définition de ce verre, eh bien, il sera probablement à même de nous dire que ce verre est un composé d'oxyde et d'éléments cationiques. Bref, je ne sais pas toute la formule chimique qui permet de faire le verre, mais en tout cas, il va nous donner tout ce qui compose ce verre et comment le former. Donc, il va nous donner la définition de comment est-ce qu'on construit un verre. Le problème, il est qu'à partir du moment où on va lui demander de donner la définition de ce verre, et non pas de celui-ci, eh bien, il va nous donner exactement la même définition. Il ne sera pas à même de nous dire qu'est-ce qui distingue ce verre-là de ce verre-là. Ce sera les mêmes composés, ce sera la même chose, produit dans les mêmes circonstances, et avec les mêmes matériaux chimiques. Donc en fait, on voit que la science, elle réfléchit par généralité abstraite, et pas sur concret, parce que si je demande à un scientifique qu'est-ce que c'est que ce verre et qu'est-ce qui le différencie de celui-ci, eh bien, il n'est pas à même de me le dire. Là encore, ça paraît un problème hasardeux, mais on va y revenir. Ça pose un problème essentiel qui est le problème de l'un et du multiple, et donc de l'identité. De la même manière que si je donne une définition, si je dis, si je vous présente deux personnes, si je dis à Timothée, il est là, ça ne te dérange pas de ton prénom? On peut changer ton prénom si... Non, bon, bref. Oui. Timothée n'est pas là. Non, mais s'il y a deux Timothées qui sont là et qu'on donne la même définition, s'il dit qui je suis... En plus, c'est drôle, parce que... Je fais exprès, mais voilà. Si pour Jonathan et pour Timothée, on donne la même définition, ça ne va pas convenir. Alors qu'a priori, il y a des points de ressemblance en plus, bizarrement. Mais ça ne va pas nous convenir. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc ça pose un problème crucial de l'identité qui est le problème de l'un et du multiple. Pour ceux qui s'intéressent de creuser, est-ce que je peux avoir un peu d'eau, Mathieu? Oui, pour ceux qui s'intéressent de creuser, je vous invite à lire le Parménide de Platon qui pose cette problématique là. On ne va pas s'y étendre pour le moment. De la même manière... Maintenant, tu peux définir ce verre. Il y a un contenu liquide dedans. Ah oui, donc la philosophie, ce qui lui pose problème à partir de ce moment-là, c'est que justement, on n'arrive pas à identifier qu'est-ce qui distingue. En tout cas, le scientifique ne lui donne pas ce qui distingue ce verre-là de l'autre verre. Donc ça, c'est un problème, parce que la philosophie, elle est justement dans le concret. Elle dit, ben non, moi ce que je vois, c'est pas une généralité abstraite, mais c'est ce verre. Moi ce que je vois, c'est Timothée, c'est pas Jonathan. Et ce que je vois là, c'est Jonathan et c'est pas Timothée. Donc moi, je veux une définition claire. Parce que la science, d'un point de vue anatomique, encore une fois, a priori, vous allez être très très similaires en tant que jumeaux. Je précise pour la vidéo quand même, parce que c'est mieux. D'un point de vue de l'ADN, etc., d'un point de vue physique, vous allez être très proches. Votre système digestif va fonctionner à peu près pareil, vous avez 10 doigts tous les deux, etc. Donc la science, elle va donner une définition de Jonathan qui sera quasi similaire, voire similaire à celle de Timothée. Pourtant, ça ne convient pas. Il est évident que l'un et l'autre, vous savez très bien que vous êtes l'un et non l'autre. Et donc, et d'ailleurs, vous pouvez vous définir par opposition, mais on y reviendra. De la même manière, il y a cette devinette qui est utilisée, je ne sais plus où j'avais lu, mais où on pose la question à des personnes, d'ailleurs, je vais la poser. Et c'est original. Et c'est pourquoi est-ce que les archers, donc, qui tirent à l'arc mongols, n'utilisent jamais ce doigt-là pour tirer à l'arc? Parce que c'est le tien. Bravo. Voilà. Bon, dans le dialecte, c'est un peu plus long. Voilà. Et du coup, parce qu'on ne dit pas l'index, alors que justement, la science, encore une fois, définit l'index. Et donc, il y a des tas de gens qui vont dire, oh, ben, parce que arcs leurs arcs ne sont pas accommodés à tirer avec ce doigt-là, etc. Non, en fait, c'est juste parce que ce doigt-là, c'est bien que je suis pas archer mongol, et puis c'est tout. C'est très étonnant.
Et donc du coup ça pose vraiment la question de l'identité et de qu'est-ce qui fait que je suis moi et pas un autre. Et oula non mais c'est là aussi qu'on voit qu'en fait l'homme est insaisissable et c'est toute l'entreprise du scientisme d'essayer de tout saisir jusque là où justement il ne peut pas saisir. C'est ça tout le problème. On voit apparaître notamment des pseudosciences telles que la sémiologie, etc. où on va essayer de capter dans le moindre petit détail, dans le moindre petit geste, ah ben un tel a croisé les bras donc il est contrarié, etc. Alors que c'est très difficile à définir, mais on a envie de saisir vraiment dans la spécialité même de la chose qu'est-ce que c'est et de pouvoir cerner. Alors que justement le propre de l'homme, eh bien c'est qu'il est insaisissable et qu'on n'est pas à même justement de le cerner de cette manière-là. Donc la science reste dans des généralités abstraites. Ce qui est dramatique, c'est que quand on est dans cet esprit-là du scientisme absolu, et qu'on ne réfléchit que par généralité abstraite, c'est que ça découle aussi sur le social et sur le politique. Je pense notamment, aujourd'hui c'est d'actualité, mais lorsque l'on voit, je vais essayer d'être plus soft maintenant, mais lorsque l'on voit certaines personnes débattre, etc., et nous parler des réfugiés, des immigrés, etc., tout gentil, etc. Là, il n'y a aucun jugement de valeur, je ne prends pas parti, c'est pas le sujet. Mais on va voir alors là des personnes en costard cravate, sénateurs, etc. défendre comme ça les immigrés, mais en tant que généralité abstraite. Et à partir du moment, est-ce qu'on va leur dire, bah toi, occupe-toi déjà de celui qui est là en bas de chez toi, là, à partir du moment, il n'existe pas, il rentre chez lui, il ne le voit même pas. Donc en fait, il vit dans les généralités abstraites, mais le concret, il ne le connaît pas. Là où Socrate a la différence, eh bien, aller justement dans la rue et dialoguer avec tout le monde. Donc plus que jamais, le philosophe est au contact du concret et du réel en permanence, là où, du coup, le politique, lorsqu'il verse dans le scientisme au sens large, et le scientifique demeure dans des généralités abstraites. D'ailleurs, par rapport à cette question de l'immigré, ce qui n'est pas du tout une question, ou en tout cas une théorie humanitaire, etc., d'aller chercher loin, etc. C'est pas du tout une question nouvelle, puisque Rousseau nous disait déjà dans les 1000, défiez-vous de ces cosmopolites, donc les cosmopolites, ceux qui apatrides, etc., de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres des devoirs qu'ils dédaignent accomplir autour d'eux. Tel philosophe se flatte d'aimer les tartares pour ne pas avoir à aimer son voisin. Voilà. Et c'était déjà une problématique récurrente à son époque qui apparaissait, et des philosophes qui allaient chercher bien loin des gens à s'occuper, tandis qu'au bas de chez eux, les gens étaient tout simplement en train de mourir parce qu'ils étaient justement dans ces généralités abstraites et non pas dans le concret. Donc on voit aussi avec la démonstration que je vous ai faite par rapport au verre, que du coup ce qui va distinguer la science et le scientifique du philosophe, c'est la question du comment et du pourquoi. Le scientifique, et il a sa place essentielle, il ne s'agit évidemment pas de dire la science c'est nul, ça sert à rien, on la met de côté, ça n'a pas d'intérêt. Non, il s'agit de poser ses limites à une époque où on estime qu'elle n'en a plus et où elle peut donner son avis sur tout. Je pense notamment lorsque la science vient s'interposer dans les questions éthiques. C'est un non-sens. La science ne peut pas trancher avec des choses qui a priori ne sont de toute façon pas dans les limites qui sont les siennes. Donc la science, elle va s'intéresser au comment, c'est-à-dire comment est fait ce verre, de quoi est-ce qu'il est fait. Mais il ne va pas s'intéresser au pourquoi est-ce qu'il y a ce verre, qui est une question fondamentale en philosophie. C'est la question que pose Leibniz de pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Et c'est aussi ce que Socrate fait lorsque il émerge en Grèce, et il va poser la question du pourquoi. On en a déjà parlé. Et c'est pour ça aussi que les questions en philosophie sont presque plus importantes souvent que les réponses. Ici, après un travail assez long, etc., des heures de lecture, etc., moi je vous propose une ligne, à vous aussi d'aller voir à côté. Ici, il s'agit aussi de poser un terreau qui va être fait de certaines questions, à vous ensuite d'aller voir à côté qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Mais Socrate et les philosophes tendent à remettre l'étonnement au centre justement des choses, c'est-à-dire essayer de s'étonner de l'habitude. C'était la citation d'Huxley que j'avais citée au premier cours où il disait « La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident ». Donc de ce qui nous paraît évident aussi,
mais de l'habitude. C'est-à-dire que lorsque Socrate arrive, il ne demande pas comment est-ce que c'est fait, mais il demande pourquoi est-ce que c'est fait. Pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que ceci est beau? Pourquoi est-ce que le gouvernement politique que l'on a est comme ça, etc. C'est pas comment est-ce que c'est fait dans l'institution, mais c'est le pourquoi. Et c'est une question fondamentale qui va de pair, j'en ai déjà parlé aussi, avec la question du qu'appelle-t-on, puisque on en a parlé lors des premiers cours, mais j'y reviens, parce que comme ça s'intègre mieux, la répétition fixe la notion, et qui est la question de qu'appelles-tu, c'est-à-dire qu'en permanence, il y a une relation, j'en ai parlé plusieurs fois, entre moi, autrui, et la vérité. Et c'est ce que nous dit aussi Hegel, ce qui est bien connu parce qu'il est bien connu, est mal connu. J'en avais parlé au dernier cours aussi. Donc la philosophie va avoir à cœur de remettre comme problématique centrale celle de l'étonnement. De se demander pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. On a trop tendance et donc à découdre avec l'habitude, avec les habitudes que nous avons, que ce soit des habitudes personnelles, des habitudes dans ce que l'on voit et donc que l'on oublie finalement. À force de le voir, on oublie, et c'est parfois très très dangereux, que ce soit dans sa vie personnelle par rapport à des attitudes que l'on a, que ce soit dans une vie de couple par rapport à la manière dont on gère l'autre, que ce soit au niveau politique, lorsque on fait abstraction des choses qui a priori nous semblent habituelles, évidentes, et lorsque l'on marche comme ça sans réfléchir davantage. Donc la question du pourquoi elle est fondamentale, et encore une fois, elle va être au cœur de la philosophie. Et autre chose, la philosophie, son travail donc ne réside pas uniquement dans le savoir, et c'est bien pour ça qu'elle est amour, quête, recherche et recueillement de la sagesse. Et la sagesse, elle va de pair avec que dois-je faire, avec la question pratique, on en a déjà parlé. Là où la science s'intéresse uniquement au que puis-je savoir, la philosophie s'intéresse aussi au que dois-je faire. C'est les deux grandes questions résumées par Kant, notamment au travers de ses trois critiques, et notamment la critique de la faculté de juger et la critique de la raison pratique pour ceux que ça intéresse, où il pose ces deux grandes questions de la philosophie. Donc c'est qu'est-ce que la philosophie est à même de savoir, chose qu'il met en place et qu'il délimite dans la critique de la raison pure, et que dois-je faire à partir du moment où je suis à même de penser telle ou telle chose, à partir du moment où j'ai délimité ce que je peux penser et peux connaître, qui est une distinction fondamentale que Kant met en place, parce que Kant nous dit, je fais une petite parenthèse rapide pour y revenir, Kant nous dit il y a les choses que je peux connaître, que je peux appréhender, c'est-à-dire qui demeurent dans un espace et dans un temps, et qui sont des phénomènes, et il y a des choses que je peux penser mais que je ne peux pas connaître. Dieu, l'âme, est-ce qu'elle est immortelle? Non, c'est des choses que Kant signale comme étant les choses que donc on peut penser, on peut les penser, on peut en parler. Et d'ailleurs, Kant justifiera l'existence de Dieu dans sa théorie pratique, parce que pour lui c'est nécessaire, mais il dit non, on ne peut pas le connaître, donc ne cherchons pas à connaître. Encore une fois, la science n'a pas à se mêler de ces questions-là, quelque part. On n'est pas à même de la résoudre. La science travaille sur les phénomènes. Elle ne peut pas travailler sur Dieu. Donc à partir du moment où la science tente de démontrer ou non l'existence de Dieu, c'est perdu d'avance, quasiment. Puisque c'est des choses qu'on peut penser, et que d'ailleurs on pense tous de manière différente, et pas des choses que l'on peut connaître, sinon il y aura un phénomène. Et s'il y avait un phénomène, d'ailleurs, il y aurait une preuve de cette existence probablement, et donc tout le monde serait d'accord sur cette question. Elle serait résolue d'avance. Et donc, voilà, la philosophie, elle va toujours de pair entre, j'en ai parlé plusieurs fois, et c'est important, on le voit encore maintenant, et par rapport à deuxième digression, mais j'y reviens, par rapport à ce que je disais là, la philosophie démontre en permanence, et là vous voyez que depuis le début, la thèse que j'avance, je ne cesse de la démontrer, la différence de la science aussi, qui relève donc beaucoup plus de la foi que de la démonstration, c'est que un tel a démontré telle chose par une expérience, mais vous n'êtes pas à même de la refaire. Les professeurs ne vont pas, qui vous l'enseignent ne sont pas à même de la refaire, juste parce que ça prendrait trop de temps. Donc on a des bonnes raisons d'y croire, parce que plusieurs l'ont fait, etc. Donc mais simplement, le problème c'est qu'on y croit, et que la croyance et la science vont de pair, et que donc la science fonctionne avec la foi et non la démonstration. En philosophie, on est obligé d'absolument tout démontrer. Or, par exemple, le scientifique, on est tous d'accord que l'eau, la formule chimique de l'eau, si je ne me trompe pas, c'est H2O.
mais aucun de vous ici peut m'apporter la preuve de ça maintenant. Enfin, si quelqu'un veut, on peut par contre. Donc on est obligé d'y croire. Et très certainement que c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Et que ça a été démontré. Mais en tout cas, on n'a pas la démonstration que c'est donné. Alors qu'en philosophie, on est obligé de tout reprendre. C'est-à-dire que donc on fait le parcours qui était celui de la caverne. Est-ce que je redessine la caverne? Non. Et c'est-à-dire qu'on monte cette pente et que donc on doit la faire gravir avec l'ensemble. Et que donc tout est démontré. En philosophie, sinon tout ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on reviendra sur la dialectique aussi, il faut bien comprendre que c'est pas simplement une vue de l'esprit, une théorie, parce que quelqu'un un jour s'est dit « Oh, ça me plaît bien, ça fonctionne bien, hop, on va l'appliquer au réel et ça fonctionnera comme ça. » Non, c'est justement l'inverse. C'est parce que le réel fonctionne comme ça que la dialectique, on modélise le réel finalement. Et donc, pour terminer sur la première digression, la théorie, la pratique, la philosophie actionne en permanence théorie et pratique qui sont travaillées l'une et l'autre. Et donc ça veut dire que la philosophie, elle permet, par ce travail théorique, d'être dans l'action, que ce soit l'action d'un sens éthique, moral, ou que ce soit dans l'action politique. Parce que justement, il y a ce travail théorique, et que ce travail théorique, il se fait en permanence avec le réel et le concret. Et donc sa pratique, ça va produire de l'action, et non pas de l'agitation. Parce que lorsqu'il n'y a pas de travail théorique au préalable, il n'y a qu'agitation. C'est-à-dire que par exemple, quand on va dans une manifestation et qu'on n'a fait aucun travail théorique, on s'agite, mais ça ne produit aucun effet. Alors que par contre, quand on travaille et qu'on met en place une théorie construite, eh bien, il y a la révolution d'octobre, ce genre de choses, et ça change. Bref. J'en étais où? Oui, donc voilà, deux grandes questions de la philosophie donc à retenir. Voilà que la science s'intéresse davantage au comment, et donc à comment est-ce que ça fonctionne, là où la philosophie pose la question du pourquoi. Et donc, les deux grandes questions, que puis-je savoir et que dois-je faire, et le que dois-je faire qui nous entraîne à la fois, contrairement à la science, on en a déjà parlé, vers autrui, vers le politique, et vers l'histoire, puisque le que dois-je faire est toujours dépendant de ma relation à l'autre. On pourrait résumer, Kant nous dit d'ailleurs, bon, c'est de la morale subjective qui va être dépassée chez Hegel par une morale objective, mais Kant nous dit par exemple, agis comme si, je vais la traduire plus facilement après, agis comme si la maxime de ton action était érigée en tant que loi universelle de la nature. En gros, ce qu'il dit tout simplement, c'est et si tout le monde faisait comme moi, tout simplement. Il dit, lorsque vous agissez, réfléchissez à la manière que vous agissez, et si tout le monde faisait la même chose que vous, quoi. Si tout le monde se mettait à mentir, parce que c'est un exemple que prend Kant, est-ce qu'on pourrait faire confiance si tout le monde se mettait à assassiner quelqu'un, si tout le monde se mettait à acheter ses affaires, etc. Bref, voilà. Et donc il nous dit, voilà, donc c'est agis comme si la maxime, donc ce qui est prescrit, ce que l'on va se prescrire de ton action, qui est une action réfléchie et donc théorisée, qui n'est donc pas quelque chose qui découle uniquement d'une éducation, mais qui est quelque chose qui est pensé par soi, puisque c'est ça la vraie liberté. C'est une intériorisation de ce que moi j'ai décidé de faire, et donc quelles sont les contraintes que je me pose. Je suis beaucoup plus libre lorsque je me pose certaines contraintes que lorsque je fais tout ce qui me plaît. Ça me permet de faire une parenthèse, il y en a beaucoup, ça c'est la fatigue. Et donc ça me permet de faire une parenthèse, et je reviendrai là-dessus après, sur cet exemple que donne souvent Dominique Pagani aussi, et que j'aime beaucoup, qui est, prenons je ne vous l'ai pas déjà dit, si jamais je vous l'ai déjà dit, on s'arrête. Il y a, toi sûrement, mais il y a deux étudiants vont passer le bac, je vous l'ai déjà dit? Non. Vont passer le bac, et ils n'ont pas révisé, on est la veille du bac, et ils n'ont pas du tout révisé. Donc ils se disent, demain, on met notre réveil à 4h30, 5h, et on se lève pour réviser. Donc du coup, il y a Pierre et il y a Jean, et le lendemain matin, du coup, Pierre se lève pour réviser, et Jean reste au lit. Lequel a fait ce qu'il voulait? J'attendais la réponse. Lequel a fait ce qu'il voulait? Pierre se lève, il va bosser, Jean reste au lit. Lequel a fait ce qu'il voulait? Ça dépend à quel moment dans le temps on se base. Les deux, je pense, voulaient le soir se réveiller le matin, mais le matin, les deux voulaient rester dans leur lit.
Est-ce que Jean s'est réveillé ou pas? Si oui, on considère qu'il s'est réveillé et qu'il est resté au D'accord, lit. qu'il a sonné. Je sais pas, il y a Je sais pas, est-ce qu'il faut de la volonté pour rester au lit? Ça me semble pas très compliqué. Ça veut dire que Jean, il a fait ce qui lui plaisait. Jean, il a fait ce qui lui plaisait là où Pierre a fait ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il s'est construit sa propre liberté en accédant justement à ce qu'il avait déterminé la veille parce qu'il voulait vraiment le faire. Alors que, au final, Jean, et si on fait que ce qui nous plaît, c'est une catastrophe. Et Jean, il n'aura peut-être pas son bac. Et, bref, on peut prendre un exemple plus dramatique, je sais pas. Mais en tout cas, il a fait ce qui lui plaisait. C'est pas compliqué. De rester au lit quand on a envie de dormir, ça ne demande pas une volonté. Ça dépend. Mais... Alors, bref. Et bon, de la même manière, du coup, on revient sur la question de l'identité. Et Hegel, du coup, par rapport à ces questions de l'identité, de l'un et du multiple, de l'un et de l'autre, Hegel nous dit l'identité, c'est ce que la chose est plus ce qu'elle n'est pas. Ça veut dire, et on le verra après avec Socrate, mais ce sera un autre cours, parce que là, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on va passer à la dialectique chez Socrate, chez Hegel et chez Marx. Hegel nous dit donc c'est ce qu'est la chose, donc ce verre, plus ce qu'il n'est pas. Donc par exemple, ici, ça peut être la place dans l'espace. C'est un exemple, hein. Il peut y en avoir d'autres. Bon, après, pour les verres, c'est plus compliqué que pour des individus, évidemment. Et de la même manière, on va voir apparaître l'importance, à ce moment-là, de la négation. Tout va être négation de lui-même. Exemple, sur lequel je m'attarderai plus tard, à moins que ce soit maintenant, non, plus tard. La pomme est d'une négation de la fleur qu'il a donnée. Donc il a fallu qu'il y ait la fleur pour qu'à un moment la pomme arrive. Mais lorsque la pomme arrive, il n'y a plus de fleur. Donc c'est ce que les Allemands appelleront Aufhebung, qui veut dire conservation et dépassement, on n'a pas d'équivalent en français. Et donc on voit apparaître l'importance de la négation pour définir l'identité d'une chose. Et donc là, on a les bases de la dialectique, qui est une compréhension et une appréciation de la vérité. Puisque du coup, la vérité, ça va être ce qui est composé à la fois du vrai et du faux, pour justement se dépasser le vrai et le faux, et donc prendre la totalité. C'est pour ça que par exemple, dans le domaine politique, il est bien de se réinformer, mais il est bien aussi de prendre les infos dites mainstream. Et c'est à partir de ça qu'on va voir quelle est la vérité et qu'est-ce qu'on peut produire comme discours, et de le dépasser. Donc la vérité, elle est l'assemblage par négation du vrai et du faux. Donc du coup, pour entamer sur la dialectique proprement parler, et définir du coup ce qu'elle est, mais surtout ce qu'elle n'est pas, et on verra que c'est le gros travail de Socrate dans ses dialogues. En fait, ce que fait Socrate dans ses dialogues, c'est pas tant de dire, posant la question du beau, le beau c'est ça. Non, Socrate dit à l'artiste pourquoi est-ce que tu trouves ça beau, pourquoi est-ce que tu estimes que ce monument est beau, que cette femme est belle, que ce cheval est beau. Et la question, donc, la première, la question est ce qui arrive en premier, et en premier lieu. Et il va chercher par division et par distinction, ce qui est fondamental. Tout le travail des dialogues socratiques et donc de la maïeutique, c'est un travail de division. C'est-à-dire, alors, est-ce que tu penses que c'est beau parce que ça répond à certains critères? Non, d'accord, donc ça on élimine. Est-ce que tu penses que c'est beau parce que on s'est mis en commun pour penser que c'était beau? Non, bon ben voilà. Et en fait, on va d'abord nier ce que ça n'est pas avant de dire ce que c'est. On va considérer d'abord ce que n'est pas cette chose avant de voir ce qu'elle est réellement. Mais, deuxième chose, sur laquelle je vais revenir tout au long de ce cours sur la dialectique, elle est faite du mouvement et de processus. C'est-à-dire qu'elle s'oppose complètement aux choses figées et à la pensée figée. En fait, on peut voir deux grandes catégories de pensée, notamment en philosophie. Ceux qui adhèrent, et je vais y revenir donc je ne m'étends pas, ceux qui adhèrent au principe figé, les choses existent telles qu'elles sont, point, il y a tel verre, telle pomme, c'est comme ça, c'est l'idée de pomme. C'est déjà d'ailleurs ce qu'on retrouve chez Platon, puisqu'il essaie de chercher
une problématique à ces questions d'identité et de vrai et de faux. Et Platon nous dira, eh bien, si telle chose existe et qu'elle est belle, eh bien, c'est qu'il y a un beau en soi qui nous est donné dans l'océan du beau, c'est la théorie de Platon, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, pour que les choses existent, ils sont tous copiés, il y a un modèle d'un beau absolu qui est donné en soi dans cet océan du beau, qui est donc du coup dans un monde... Comment ? Les idées. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est donc le monde intelligible chez Platon. Mais de toute façon, je vais revenir là-dessus. Un des pères de la dialectique, qui est un pré-socratique, quasi contemporain de Socrate, qui est Héraclite, donc, dont on n'a que des fragments, nous disait déjà, une partie de la phrase est d'ailleurs assez connue, rien n'est immuable, tout coule, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, car il n'est jamais en deux instants successifs le même, d'un instant à l'autre, il a changé, il est devenu autre. Donc on voit que la dialectique, là où elle est importante, c'est dans le devenir, là où l'idéalisme, qui va souvent pas de pair avec la dialectique, mais bon, c'est des distinctions conceptuelles, on n'a pas le temps de tout faire, va plutôt s'inscrire dans la question unique de l'être. Quelle est telle chose? Et du coup, on en revient au dialogue de Parménide. Est-ce que les choses sont en devenir? Est-ce que je suis, moi aussi, en devenir? Ou est-ce que je suis figé? C'est-à-dire, du coup, on voit deux conceptions du monde apparaître. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère, comme certains ministres, qu'à partir de 5 ans, on peut déterminer qu'un enfant est un délinquant, et que donc il sera figé là-dedans, il sera toujours délinquant? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il est en devenir, et que selon ce qui se passe dans son environnement et dans sa vie, eh ben, il peut être amené à évoluer? Et on voit donc les répercussions importantes que ça peut avoir, et comme ça, sur énormément de choses. Alors du coup, ce que la dialectique n'est pas, bon, j'en ai parlé pour la doctrine figée, et d'ailleurs, par rapport à ce que je viens de dire, c'est le premier point du coup, hein, elle n'est pas une doctrine figée, pour ceux qui prennent des notes. Et c'est aussi ce qui va opposer, d'ailleurs, les penseurs anglo-saxons à un Rousseau, encore une fois, où Hobbes nous dit « l'homme est comme ça, l'homme est un but pour l'homme, et c'est comme ça, et c'est gravé ». Alors qu'il va y avoir un concept chez Rousseau, qui est le concept de perfectibilité, où il nous dit que l'homme, contrairement à l'animal justement, est perfectible. C'est-à-dire qu'il peut non pas uniquement se perfectionner, mais évoluer, être en devenir, et de par ce qu'il rencontre, de par ce qu'il fait, de par la vie qu'il se crée, s'il décide de se la créer, dans sa volonté, non pas dans ce qui lui plaît, eh bien, il va être perfectible, l'homme. Donc on voit deux lignes directrices à apparaître et opposées. D'ailleurs, Rousseau est l'un des fondateurs de la dialectique sans l'appeler comme tel, et Engels, qui est donc un philosophe qui travaille énormément avec Marx, dira que Rousseau est à l'origine de la dialectique matérialiste. Et donc, le gros problème avec ces doctrines figées aussi, c'est que du coup, il y a une négation. Je le dis selon qui s'intéresse et tout, vu qu'il faut que j'adapte le niveau un peu pas à tout le monde. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, vous ne retenez pas, on y reviendra une autre fois. Le gros problème de ces doctrines figées, c'est la négation de la praxis. La praxis, qui est un concept a priori un peu compliqué comme ça, est en fait, ni plus ni moins, le fait que l'homme, contrairement... quelle heure il est ? Que l'homme, contrairement aux animaux, produit son histoire parce qu'il produit ses moyens d'existence et de production par le travail, et que donc il régit son organisation sociale. La praxis, c'est ce qui modifie l'histoire, c'est ce qui modifie l'organisation sociale et la manière que l'on a de vivre entre nous, pour faire simple. Après, le concept évolue. Et donc, à partir du moment où les choses sont figées, on ne reconnaît pas qu'il y a ce développement possible. Et donc il y a aussi une négation de l'histoire, puisque la différence avec l'homme, c'est qu'il produit son histoire. D'ailleurs, il y a un mythe grec, est-ce que je vais réussir à bien le ressortir, c'est pas sûr, qui est le mythe de Prométhée, où on oppose Prométhée et je ne sais plus. Bref, le mythe de Prométhée, où en fait, eh bien, qui est un mythe grec, Zeus a donné à tous les animaux ce dont ils ont besoin pour survivre. Des griffes, un pelage assez robuste, etc. Et puis finalement arrive l'homme et on a complètement oublié. Donc en fait il n'a rien, quoi. Il n'est pas à même du tout de survivre tel qu'il est, quoi. Il n'a pas des griffes assez puissantes, il ne court pas assez rapidement, il a un pelage qui est nul, voire inexistant.
c'est un mythe grec, hein, donc on ne prend pas en compte la théorie de l'évolution, etc. C'est juste ce pourquoi, ce dont ça parle après qui est intéressant. Et du coup, Prométhée va voir, je sais pas, oui, je crois qu'il va voir Héphaïstos, et il lui demande, du coup, comment il peut faire, il lui vole le feu, et donc en fait, il lui vole la technique, il lui vole la manière de faire le feu. Donc du coup, ça veut dire que l'homme, par la technique, a priori c'est parce que l'homme était en défaut vis-à-vis des autres animaux de la nature que justement il peut s'élever au-dessus. Et en tout cas, entretenir cette vie-là et se multiplier autant. Encore une fois, pas de jugement de valeur. Je ne suis pas là pour faire des jugements de valeur, on est là juste pour exprimer. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ici, c'est pas la question. En tout cas, c'est ce qui permet à l'homme de subsister à ce moment-là, alors qu'a priori, il part justement avec un défaut, quoi. Deuxième point sur ce que la dialectique n'est pas, elle n'est pas un isolement des choses. Là où, encore une fois, bon, ça rejoint un petit peu, mais c'est un peu plus complexe, le premier point, c'est-à-dire que la dialectique jamais n'isole, par exemple, le politique, la philosophie et la littérature. Voilà, c'est un ensemble, comme ce que j'essaie de faire là, et ce que j'essaie de montrer dans ce cours. C'est que tout ça, c'est un ensemble. Mais par contre, il y a des doctrines figées, des doctrines qui servent un certain pouvoir et un certain intérêt, qui ont tout intérêt à ce que eh bien, les choses soient bien figées, bien cadrées. Il y a tout intérêt à ce qu'il y ait des élèves qui sont en section technique, des élèves très bons qui sont en section scientifique, et les un peu moyens qui sont en section littéraire. Et surtout, il ne faudrait pas qu'ils dialoguent, parce que ce serait dramatique. Il faut que chacun reste bien dans sa case, alors qu'en fait, on sait tous, quand on réfléchit un peu, c'est évident qu'il y a des ponts à faire en permanence, et qu'ils sont essentiels, et que l'un donne la part de l'autre, et que c'est dramatique de faire comme ça. On le voit aussi dans la médecine, qui se prétend extrêmement scientifique, etc., la médecine officielle, qui est faite de spécialistes de la spécialité, où on va s'intéresser uniquement aux symptômes, en gommant la vision holistique des choses. C'est-à-dire, il va y avoir un spécialiste de la migraine, il va y avoir un spécialiste de l'irritation du côlon, il va y avoir un spécialiste de l'hernie, mais qui ne va jamais voir la globalité du corps. La dialectique, elle est absolument l'inverse. La dialectique, elle voit l'ensemble, elle voit le processus, elle voit d'où ça vient, d'où ça part, et elle ne s'intéresse pas uniquement à un petit point. Donc évidemment que le chercheur spécialiste de l'irritation du côlon, il va être très bon sur l'irritation du côlon, mais il va avoir aucun lien avec le reste, donc ça n'a aucun intérêt. Et il va avoir une réponse que symptomatique, mais bon, ça ce sera sur la conférence de janvier sur l'alimentation vivante et tout ça. Alors, troisième point, la dialectique justement est dans un processus, j'ai dit, donc elle ne pose pas de division éternelle. C'est-à-dire que, évidemment qu'elle va poser des divisions et des distinctions, elle va poser une distinction, par exemple, dans la dialectique matérialiste, on va évidemment poser une distinction entre les pauvres et les riches, qu'on va appeler, et notamment aussi entre deux classes, la classe capitaliste et la classe prolétarienne, mais ces distinctions-là ne sont pas figées, elles sont amenées à évoluer, c'est-à-dire dans une société sans classe, par exemple. C'est même pas par exemple, c'est comme ça. Et alors, là où dans les doctrines figées, on va dire par exemple, il y a toujours eu des riches et des pauvres, donc ce sera toujours comme ça, on ne peut rien y faire. Hein. Les doctrines du « oh bah surtout on va pas bouger ». Les choses sont bien en place, il faut qu'elles restent bien en place. Ce qui est absolument faux, on le verra plus tard, c'est pas le sujet du cours maintenant, parce qu'on montrera Hegel et qu'il y a une progression historique. Voilà, et donc la dialectique aussi, elle va s'appuyer sur la contradiction. Alors, pour pas qu'il y ait de mésentente, lors du premier cours, j'avais parlé d'Aristote qui nous dit « Il est impossible qu'un même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps et sous le même rapport à une même chose. » Donc là, Aristote nous parle surtout du discours, dans le sens où il ne peut pas y avoir de contradiction interne au discours si on veut avoir une certaine cohérence. Néanmoins, dans le réel, on voit, j'en ai parlé avec la pomme notamment, juste après en plus, c'est en se nourrissant de la contradiction que l'on va faire éclore quelque chose. Encore une fois, voilà, le vrai, le faux qui va produire la vérité. Et cet ensemble. Là où, encore une fois, l'idéalisme, les doctrines figées, vont nous poser, par exemple, la vie c'est la vie, la mort c'est la mort. Point. Il n'y a pas de lien entre les deux. Alors qu'en fait, Claude Bernard, qui
a écrit notamment Introduction à la médecine expérimentale, un des médecins fondateurs de la médecine moderne, qui n'a rien à voir, d'ailleurs, qui est très intéressant et qui n'a rien à voir avec ce que la médecine produit aujourd'hui, eh bien, nous dit le vivant c'est le mort. Et pourquoi? Parce que justement, pour que la vie ait lieu, il faut sans cesse qu'à l'intérieur du corps ça meurt, et ça se nettoie, et ça part. Donc ça veut dire qu'il y a des cellules qui sont sans cesse en train de mourir pour donner la vie. Donc en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, il n'y a pas d'un côté la vie, d'un côté la mort. Il y a la vie et la mort qui s'actionnent en même temps. Donc il va y avoir ce phénomène de contradiction interne qui va sans cesse être dépassé pour donner quelque chose davantage. J'en avais parlé au premier cours sur une de tes questions, je crois. Je vais refaire le schéma si je ne me trompe pas. Donc on a thèse 1 qui est A et thèse 2... Tu peux faire avec le marqueur sinon on voit. Ah oui, pardon. Oui, j'écris très bien. C'est thèse 2 qui est D et qui va nous donner... D' qui donne... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est suffisamment... C'est trop abstrait en fait. Mais... Bref, qu'est-ce que je disais? Je suis fatigué. Qu'est-ce que je disais? Ça vous suivez pas. Non, mais que la vie et mort étaient associées. Oui, voilà, et que donc il y a un dépassement. En tout cas, voilà, il y a une thèse 1 et 2, et il y a un dépassement, mais il y a aussi la conservation. Donc ça veut dire que l'on ne supprime pas totalement la thèse A et B, mais qu'on conserve quand même une partie. De la même manière qu'après B', par exemple, va devenir B'2, puis B'3. Donc il y a quelque chose qui est conservé en permanence. En fait, la dialectique, c'est ni plus ni moins que... c'est un mauvais terme. Je comprends pas dans ton schéma pourquoi t'as pas il est nul, mon schéma. AB'. Enfin, le A il a complètement disparu. En Oui, gros, c'est pour ça qu'il est en nul, gros mon c'était schéma. plutôt que thèse A était différente de thèse A', enfin voilà, Ouais. et C'est que ça, ça c'est donnait ça. thèse C'est ça. B, Merci, Ali. voilà. Merci. Il est tard, tu ne veux pas m'en placer. Bref, et du coup, la dialectique est donc ce qui nous fait sortir de la voie du dualisme. À partir du moment où on va nous dire bah, c'est soit la droite, soit la gauche, ce genre de choses, soit dans le champ entre A ou B, et ben, elle va produire, non, elle va dire c'est C, il nourrit de A et de B, mais on va essayer de voir plus loin et de se nourrir de ces contradictions. Donc la dialectique, elle est cette troisième voie, si je peux dire, même si c'est très apparenté à certains mouvements. Et donc du coup, la dialectique, ce qu'elle est, je vais être obligé de terminer là-dessus. La dialectique, elle est le fruit du devenir et du processus, j'en ai déjà parlé. Donc, pour reprendre l'exemple de la pomme, qui est un exemple assez simple qui permet de comprendre justement le processus dialectique, et on verra, parce que là, du coup, je ne vous vends pas du rêve avec ce cours sur les pommes, mais on verra que l'importance que ça a et que ça prend, c'est qu'il faut commencer petit, et j'ai essayé de faire au plus simple, justement, pour venir après aux thèses plus importantes, et on verra l'importance que ça prend au niveau de l'histoire, au niveau de la conscience humaine et au niveau politique. Ce sera le prochain cours, mais j'essaie de le vendre. Et donc, du coup, la pomme, elle naît de la fleur, et à partir du moment où il y a la pomme, il n'y a plus de fleur. Et donc, la pomme, elle s'inscrit aussi dans ce processus-là, où elle naît, et petit à petit, si rien ne vient entraver ce processus, et si on ne la mange pas, eh bien, la pomme qui n'était pas mûre va devenir mûre, et donc il y a un processus interne, ça c'est l'autodynamisme. Et la pomme, une fois mûre, encore une fois, si elle n'est pas mangée, elle va finir par pourrir, les pépins vont retourner au sol, et ça va recommencer. À cela, on peut distinguer un autre type de mouvement, avec l'exemple du crayon, des exemples que nous prend Politzer dans Principes élémentaires de philosophie. Alors moi j'ai une édition de l'Antiquité, mais si vous arrivez à le trouver, c'est très bien. Et l'exemple du crayon, où le crayon vient de l'arbre, qui vient de la planche, qui elle vient de l'arbre. Et donc la différence par contre, c'est que a priori cet arbre n'était pas forcément destiné à devenir planche, et cette planche encore moins destinée à devenir crayon. C'est-à-dire qu'il y a une intervention humaine. Et donc il n'y a pas un autodynamisme de la chose là où on le voit avec la pomme, il y a un autodynamisme
naturelle qui fait que voilà, il y a négation de la fleur pour que la pomme puisse apparaître, négation de la pomme non mûre pour que la pomme mûre apparaisse, puis négation de la pomme mûre pour que la pomme pourrisse, puis retour au sol. Et donc la différence, c'est donc que cette évolution de la pomme, ça va être un changement, une évolution, un devenir dialectique, et donc parce qu'elle est mue en interne par cet automouvement, et on en verra les logiques historiques. Et là où le changement du crayon, lui, est un changement dit mécanique, puisqu'il y a l'intervention de l'homme dedans. Donc la dialectique, elle est deux choses, je pense que je vais conclure là-dessus. La dialectique, elle reconnaît le mouvement perpétuel, plus l'autodynamisme interne, et elle est une modélisation du réel, et non pas une théorie imposée. Et donc, on va le voir dans la suite, enfin je termine juste avec ça. Pulitzer nous dit « La dialectique nous montre que ce qui est caduc n'a plus de raison d'être, que toute chose est destinée à disparaître. » Ce à quoi Hegel d'ailleurs ajoutera, là j'y pense, je vous en ai déjà parlé, tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel. J'en ai déjà parlé, je crois, dans le premier cours. C'est-à-dire que Hegel nous montrera que dans l'histoire, on peut remplacer, là, pour faire simple, rationnel par fonctionnel. Donc tout ce qui est réel et fonctionnel, il a donc une fonction et un intérêt, et tout ce qui est fonctionnel est réel. Et que donc à partir du moment où il y a une conscience qui se met en marche et qui est prêt à rendre dysfonctionnel telle chose, tel gouvernement, tel type de régime, et bien ça va se renverser, et puisque c'est dysfonctionnel, et bien ça n'aura plus lieu dans le réel. Engels en parle très bien pour ceux que ça intéresse, mais je ne sais plus dans quel livre, où il analyse justement ce passage de Hegel, et où il démontre comment est-ce que ça a fonctionné, notamment lors de la Révolution française, avec cette émergence un temps de la conscience bourgeoise qui va devenir le système capitaliste, qui à un moment de rupture, lorsque ce n'est plus fonctionnel pour des raisons réelles, où ça ne tient plus, ça ne peut juste plus tenir la route parce que les rapports de production sont tels que ça ne tient plus, et bien là alors éclot la révolution et le système capitaliste qui va se mettre en place. Et d'ailleurs on passe, pour ceux que ça intéresse aussi, mais ça je vous laisse chercher parce que l'on n'a pas le temps du tout, on passe du coup d'une domination formelle à une domination réelle, c'est-à-dire que petit à petit, les institutions du capitalisme vont être inscrites le capitalisme va être inscrit dans les institutions, notamment par le crédit, le marché du travail, le recours à l'emploi, etc. Alors que jusqu'à présent, en tout cas dans les siècles passés, il commençait à émerger, mais il n'était pas inscrit dans les institutions. Donc ce n'était pas lui qui régissait l'organisation sociale et les rapports de production. Donc il faut un temps pour qu'il arrive. La bonne nouvelle, c'est que de la même manière, il y a... c'est toujours la note finale. C'est bien, mais tu vas vite, je trouve que tu vas très vite. Là. Mais oui, c'est que c'était pas prévu. Normalement, je devrais avoir fini là. Et du coup, je me suis senti obligé. C'est que du coup, quand bien même, là où croit le péril croit aussi ce qu'il sauve, j'ai déjà dit aussi plusieurs fois, quand bien même il pourrait sembler que la situation actuelle est sans issue et sans solution, eh bien on voit, par notamment tout ce qu'a produit le mouvement ouvrier, etc., qu'il y a cette conscience qui se met en place, qu'il y a des acquis qui existent et qu'il nous faut conserver, et qu'à un moment, eh bien, le réel deviendra, le réel qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui, deviendra dysfonctionnel et que forcément il y aura une rupture de toute façon. Voilà. Merci. C'est pas mal ça. Oui. Ouais, donc j'ai une question à propos de questions justement. Donc en fait, tout à l'heure tu as dit que la philosophie était plus en fait amenée à poser des questions et la science plus amenée à répondre à des questions. Et ça se rapproche à quelque chose auquel j'ai pensé pendant un certain temps concernant la notion de vérité. Et parfois on pose la question de savoir est-ce que la vérité existe ou pas. Et en fait, j'en suis venu, de par mes réflexions, à me dire que finalement,
la vérité n'existe que quand la question est bien posée. Et lorsque tu posais par exemple tout à l'heure la question de comment définir ce verre, la question en elle-même finalement n'est pas complète, n'est pas bonne, et il n'y a pas de réponse possible à cette question. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il n'y a pas de réponse à la question de qu'est-ce que le verre. Du coup, c'est quoi la bonne question? Et donc l'idée c'est de trouver les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. C'est quoi la bonne question pour un verre du coup? Ça dépend ce qu'on veut savoir sur le verre. Quelle est la fonction de ce verre? Quelle est la composition de ce verre? Quelle est l'histoire de ce verre? Ça ne me dit pas qu'est-ce qu'il est, parce que du coup, si tu me dis quelle est la composition de ce verre, quelle est l'histoire de ce verre, c'est quoi la différence? En fait, le mot être est suffisamment flou pour ne pas vouloir dire quelque chose. Ah ouais, mais c'est ça qu'ils disait Capelton, non? C'est pour ça que tu disais plutôt vaut mieux. Oui, c'est pour ça que la philosophie pose la question de Capelton, c'est-à-dire, et c'était les premiers cours aussi, de savoir justement chercher la vérité dans l'ensemble en se mettant d'accord du coup sur qu'est-ce qui distingue tel verre de tel autre. Et donc ça va passer par la distinction, la recherche de la vérité. De la même manière que la vérité, elle est en permanence remise en cause de toute façon. Oui, mais c'est déjà... Que ce soit par logique historique ou par science, et que le travail du scientifique est de toute façon toujours de remettre en cause la vérité qui était existante à un certain temps. Donc, et après, oui, évidemment, ça dépend aussi de la question de toute façon. Et encore une fois, le problème, c'est que toutes les questions sont incomplètes de toute façon, parce que dès qu'on voudrait avoir une réponse fixe, on serait obligé de poser une infinité de questions pour définir cette chose. Et c'est pour ça que c'est dialectique et que le mouvement est permanent, de toute façon. On est bien d'accord. Mais que la vérité, elle peut exister un temps, notamment en philosophie, parce qu'elle est donnée par l'ensemble, et que donc elle est fonctionnelle. Oui, tout à fait. Et c'est juste pour ça. Après, oui, elle n'est pas immuable, encore une fois, parce que c'est là-dessus que j'ai conclu que de toute façon, toute chose est amenée à devenir. Donc, elle peut répondre à une fonction en un temps donné, et c'est pas pour ça qu'elle y répondra en un autre temps donné, un siècle plus tard. Non, mais d'accord. Non, je sais pas, t'as toujours une question dans la... Moi, juste, il y a le deuxième point, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de noter, c'est pas une question. Tu disais la dialectique, c'était le mouvement perpétuel plus l'autodynamisme interne. Et en deux, c'était... Putain, du coup, j'ai vu regarder la vie, dans ta conclusion, là, le mouvement perpétuel et l'autodynamisme interne. Oui. Ça, c'est une partie de la dialectique, et c'est aussi... Modélisation du réel et non théorie imposée. Elle prend le... Mais de toute façon, ça, on le reverra plus tard. Oui, mais bon. J'aime bien avoir tout quand même. Tu peux répéter s'il te plaît? J'ai dit modélisation du réel et qu'est-ce que j'ai dit? Et non, théorie imposée. Et mouvement perpétuel. Ça c'est le point 1. Et en plus, modélisation du réel et... Allô? Oui, modélisation du réel et non pas une théorie imposée. Ah oui. Oui, ça. Bah, c'est l'inverse quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on prend les principes du réel, c'est exactement la même chose que la PNL quoi. On voit qu'est-ce qui fonctionne bien chez quelqu'un et pourquoi est-ce qu'il réussit, et on va modéliser ça de sorte à en faire des outils qu'on va utiliser chez quelqu'un d'autre. Bah là, c'est la même chose. On va voir comment fonctionne le réel et on va le modéliser. C'est-à-dire qu'on va essayer d'en prendre conscience et donc de s'en libérer. Parce que c'est en ayant pris conscience de ces choses-là qu'on va s'en libérer. C'est en ayant pris conscience de ta condition que tu peux t'en libérer. Donc du coup, la dialectique, elle nous permet donc de modéliser le réel. Et non pas donc de dire, ah ben, je sais pas si par exemple demain je décide, je vais dire n'importe quoi parce que j'ai pas réfléchi avant, donc on ne tient pas compte, c'est qu'un exemple, mais si demain je décide que tout le monde doit vivre à 10 dans un même logement et que c'est comme ça et qu'il faut pas... Bon là j'impose une théorie, quoi. C'est dictatorial et donc du coup, la théorie, donc l'idéologie, c'est ça l'idéologie. Et d'ailleurs, qui a le plus réfléchi sur l'idéologie, les conséquences et le drame que ça a causé? Marx, même dans l'idéologie allemande notamment, bizarrement, et maintenant on en sort que c'est ça l'idéologie. Et bien là, on est dans l'idéologie, c'est-à-dire qu'on va plaquer la théorie sur le réel, on va essayer de tordre le réel alors qu'il n'en veut pas, et on va l'imposer. Alors qu'en fait, la dialectique, elle fait tout l'inverse. Elle nous dit, le réel fonctionne comme ça, prenons-en conscience, et essayons de travailler en fonction de comment fonctionne le réel. C'est pas clair, Paul. C'est une boucle de rétroaction. C'est quoi? C'est une boucle de rétroaction. Donc le mouvement perpétuel, c'est l'histoire. Bah, ça marche pour à peu près tout. Oui. Mais il y a les logiques historiques à prendre en compte parce que c'est fondamental, notamment pour les politiques. Bah oui, je pensais en politique. Ouais. L'autodynamisme interne, ce serait... C'est quoi? C'est chaque société, chaque peuple?
L'autodynamisme interne, il est ce sur quoi j'ai conclu. Il y a une évolution des moyens de production et des moyens techniques qui font, j'en ai déjà parlé, qu'il y a ce passage notamment de l'esclavage au féodalisme, du féodalisme au capitalisme, du capitalisme au socialisme. Et par des mutations de logique interne. Et encore une fois, voilà, le truc c'est que les gens pensent « Ah, mais on a plaqué, on voudrait que ce soit comme ça, on a plaqué, on a théorisé, oh ben ce sera comme ça. » Mais non, c'est un travail long, mais de toute façon on y reviendra. Mais c'est un long travail sur lequel on montre comment fonctionne le réel, quelles sont les évolutions, qu'est-ce qui a conduit à ça, et donc pourquoi est-ce que ça deviendra. Et c'est de la même manière que voilà, Marx il a écrit le Capital, il n'a pas écrit le communisme. Il a écrit comment est-ce que fonctionne le capital et pourquoi est-ce qu'il va s'effondrer. Il n'y a aucun texte de Marx qui s'appelle le communisme. Juste, c'est logique, on a donné un nom à la manière dont l'organisation sociale est amenée à évoluer si on regarde le réel et qu'on voit comment est-ce qu'il a muté jusqu'à aujourd'hui. C'est tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce socialisme-là est dit scientifique, parce qu'il repose là sur des preuves qu'il amène, etc. Et non pas sur des idées. C'est tout le problème quelque part, même si, voilà, là je ne suis pas en train de prendre parti pour un tel ou quoi, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans le socialisme dit utopique, qui était notamment un socialisme très français. Mais le problème c'est que voilà, le socialisme utopique nous dit qui n'a pas forcément compte de ces logiques historiques qui se vérifient. Et ces logiques-là, elles se vérifient dans la vie de tous les jours. Elles se vérifient avec une pomme, et je l'ai dit plusieurs fois, elles se vérifient avec soi-même, elles se vérifient dans l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant par contre du fait que le cours n'ait pas lieu tous les jours, c'est que pour ceux que ça intéresse, et si vous êtes là, je suppose que ça vous intéresse un minimum, eh bien c'est de constater à quel point il y a une logique dialectique dans quasi chaque chose que l'on fait au quotidien et dans chaque chose que l'on vit en fait. Et c'est ça, et parfois dans son histoire propre. C'est ça qui est intéressant aussi. Dans ton histoire propre, dans tes relations, de voir quel est le mouvement dialectique qui se produit. Qu'est-ce qu'il y a eu à un moment qui fait que ça te permet de construire autre chose, qui est une conservation en partie de ce que tu as été et de ce que tu as vécu, et en même temps un dépassement pour quelque chose de nouveau, et quelque chose qui évolue. Voilà. Je ne sais plus quelle était ta question, mais en tout cas, ma réponse c'était celle-ci. Ouais. Voilà. Moi j'ai discuté avec quelqu'un cette semaine qui m'a dit que, comment il avait formulé ça, je me dis que je te poserai la question, mais pas forcément dans le cadre du cours, mais que finalement on n'avait jamais connu le socialisme, le vrai socialisme. Oui, non, c'est évident. Et donc il me disait, si on l'a jamais connu, c'est peut-être parce que c'est pas bon et ça fonctionne pas. Non, mais ça c'est juste parce qu'on a connu... Ah, mais tu sais, quand tu poses ce genre de questions, par contre, on en parle la nuit. Mais on a juste connu... Non, ce qu'on a connu la plupart du temps, c'est... parce que pas forcément nous, mais globalement, tout le monde, dans certains pays, c'est la planification, qui est le point de départ de la mise en place du socialisme. C'est-à-dire que, je sais pas, si on prend par exemple le temps de Cuba ou du Venezuela, on planifie, on instaure certains principes qui vont à l'encontre du dynamisme qui était imposé par le capitalisme. Donc du coup, on est plus dans une planification où on va prendre en compte, c'est-à-dire on va dire, plus personne ne paiera de loyer, on ne va pas dépendre de l'emploi, etc. Il n'y a pas de loyer à Cuba. D'ailleurs, moi j'en profite, comme ça, c'est fait, même ça n'a rien à voir, enfin ça n'a rien à voir. Le gros problème de Cuba, c'est pas que le socialisme est mauvais, c'est que quand tu es un petit pays sur une archipel aussi petite et que les États-Unis décident de te bloquer toute ta vie, c'est difficile d'évoluer, même si tu as les meilleures conditions possibles quand tu es bloqué sur une petite archipel et qu'on te fait la guerre tout le temps, évidemment que tu n'as pas accès à tout. Donc le problème vient pas tellement du socialisme. Et donc, le socialisme, évidemment, qu'on ne l'a pas vu, d'autant plus quand le socialisme prend le nom de parti qui n'a absolument rien à voir. On ne va pas revenir sur la distinction gauche, socialisme, etc. Mais voilà, parce qu'il répond à des dynamiques, à une autodynamique historique et une évolution de la conscience. Ce qui fait, j'en parlais, que, encore une fois, ce qui se passe en URSS en octobre 17, c'est fou comme on découle là-dessus. Et en octobre 17, c'est que ils court-circuitent en un sens. Du coup, ils sont dans la planification. Il y a des choses excellentes qui se passent en URSS. D'ailleurs, je conseille
à ceux qui veulent le lire aux éditions d'Elga, Le socialisme trahi, qui met bien en avant que, par exemple, la population en URSS ne paye pas de logement, enfin, n'avait pas de loyer, et tout le monde avait un emploi, puisque voilà, on va y revenir, ils court-circuitent, mais il n'y a pas de changement dans l'organisation sociale, que c'est eux qui visitaient le plus de musées, avaient le plus d'accès aux livres, reconnus par l'UNESCO à l'époque. Bizarrement, ça c'est des choses qu'on n'entend pas pour un pays soi-disant totalitaire. Bon bref, il y a plein de choses qui n'allaient pas, mais encore une fois, si on confond la période du stalinisme, qui a évidemment des travers évidents, et la longue période historique. Et le problème qui se passe, c'est qu'à un moment, ils court-circuitent, ils sortent d'une période féodale sans avoir connu la période capitalistique. Ça veut dire que dans leur organisation sociale, les moyens de production et qui dirige les moyens de production et comment ça s'institutionnalise n'ont pas connu le capitalisme. Donc ils le vivent malgré eux, c'est-à-dire qu'ils sont en planification, mais ils vivent le même essor technique, etc., que les pays européens avaient connu quelques temps auparavant. Et c'est pour ça que Marx disait, la révolution, elle arrivera peut-être en Allemagne, mais il n'y croyait pas trop, et voire en France. Pas aussi parce que ça s'explique, parce qu'il y a eu des tentatives de révolution répétées tout au long du XIXe siècle, et parce que l'évolution sociale était telle qu'on pouvait advenir à ça. C'est pour ça que c'est pas un truc qu'on décide, c'est pour ça qu'il y a un parti socialiste en soi, et ça ne va même pas vraiment de sens, parce que de toute façon on va pas le décider. C'est ni plus ni moins qu'un nom, maintenant c'est devenu des gros mots, c'est ni plus ni moins qu'un nom sur une organisation sociale. Voilà, tout comme on a dit féodalisme, et ben, il y aura socialisme. Enfin, il y aura, j'espère en tout cas, mais logiquement, si quoi. J'ai encore 2 questions. Bah, vas-y. La première, c'est sur le fait... Alors, dans tes propos, j'ai peut-être mal ressenti ça, mais j'ai cru comprendre que ça pouvait expliquer d'une certaine façon le futur. Mais ça me semble... Le monde me semble extrêmement complexe pour qu'on puisse dire avec certitude que ceci ou cela va arriver simplement en analysant notre monde actuel. Mais après, c'est pas prédire le futur exactement, on ne sait pas, ici on verra, mais c'est pour ça que c'est des grandes logiques historiques. Il y a des logiques qui nous amènent à penser que... Après, c'est pour ça aussi qu'à la fin j'ai dit j'espère, je n'ai pas dit j'en suis sûr à 200%, mais l'évolution de l'organisation sociale, normalement, nous conduit à ça petit à petit. Et on le voit aussi par le phénomène d'émergence, on en reviendra avec Hegel et Marx de toute façon. L'émergence de la conscience, où une classe prend conscience d'elle-même et obtient des acquis. On le voit avec le CNR et chez nous, il y a un potentiel révolutionnaire énorme. Et on voit que ça n'a pas été dicté, ça s'est fait petit à petit, encore une fois. De la même manière que le passé, c'est facile de le dire parce que on peut retracer le chemin, et pour le futur, c'est quand même mais du coup, difficile. Qui connaît le passé maîtrise le futur aussi, donc ça nous permet en tout cas de... Après voilà, moi évidemment que je peux pas te dire, demain ce sera comme ça, c'est sûr et certain. En tout cas, on peut essayer de déduire comment est-ce que ça se présente, et on sent en tout cas que ce sera toujours en mouvement. Et surtout, ça s'est vérifié tellement de fois, et ça peut se vérifier tellement de fois, que ça nous donne, au niveau de probabilité, des chances que ça apparaisse. Après, mais ce qu'il faut bien comprendre, excuse-moi, mais je termine juste là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre aussi, parce que chez Hegel, est-ce que je rentre là-dedans, il y a la notion d'esprit, et donc par rapport à ces logiques-là, par moment, on va confondre ça avec une foi, en fait. On va dire, du coup, tu as la foi en ça, donc tu es persuadé que ça va fonctionner comme ça. Mais non, ce que nous montre Hegel, j'ai pas le temps là, mais j'y reviendrai le prochain cours. Je ferai la démonstration plutôt que de faire les raccourcis qui sont nécessaires là. Ce que nous montre Hegel, c'est qu'en fait, c'est pas du tout la foi, c'est l'inverse, justement, c'est la liberté. Et c'est la liberté parce que, justement, c'est la reconnaissance d'individus libres qui vont produire ce changement d'organisation sociale. Donc en fait, c'est parce qu'il y a cette prise de conscience-là qui évolue, et parce qu'on est libre de le faire ou non, que ça deviendra. Et qu'à un moment, logiquement, ça deviendra parce que... Justement, la liberté, actuellement, est aussi en cours de renégociation. C'est-à-dire, certains aimeraient qu'on puisse ne plus penser. Oui, ça évidemment. Et c'est en cours. Il y a 2 mouvements très très différents en ce moment qui sont des possibles, des futurs possibles. Et c'est là que c'est intéressant et encourageant, c'est ce que je disais tout à l'heure, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, c'est-à-dire que dans l'histoire, on a vu plusieurs fois, j'en parlais récemment, par exemple, quand tu prends la chute de l'Empire romain, c'est pire
que nous aujourd'hui. C'est un milieu de débauche, c'est une catastrophe. Les gens sont incultes et c'est là qu'apparaît du pain et du vin, etc. pour leur donner les gens. Et malgré tout, on voit qu'il y a quelque chose qui se poursuit. J'en parlais au dernier cours. Et ce quelque chose qui se poursuit, qui est fondamental, on revient au mythe de Prométhée, à la praxis, c'est cet héritage. C'est cet héritage, la trace qu'on laisse et qui fait qu'à un moment, eh bien, l'histoire nous montre que les hommes ne se séparent pas de cet héritage. Quand on a l'impression qu'on est au fond du gouffre et qu'il n'y a plus aucun espoir, eh bien ça renaît quelque part. Et donc c'est ça qui est encourageant. Après, si ça ne renaît pas, tant pis. Enfin tant pis, non. La grosse différence avec l'époque, mais je me trompe peut-être, c'est le fait que à l'époque, l'Empire romain, c'était pas le monde entier. Aujourd'hui, on essaye, bon, même si on n'y est pas, hein, mais on essaye de faire un monde globalisé, et ça c'est terrible, s'il n'y a plus qu'un seul État dans le monde. Mais la globalisation est un phénomène à comprendre aussi dans les logiques historiques dont Marx parle. Marx n'écrit pas le capitalisme de son époque. Marx écrit le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, et il montre pourquoi il est nécessaire. Il est nécessaire ne serait-ce que parce que, à cause de la baisse tendancielle du taux de profit, qui fait que plus on produit et moins il va y avoir une surproduction qu'on ne va pas pouvoir écouler, et donc du coup le capitalisme est en crise, il a besoin d'étendre ses marchés. Donc du coup le capitalisme est amené forcément à ouvrir ses marchés et donc à se mondialiser, mais c'est aussi ça qui conduit à sa perte, parce qu'à un moment il ne va pas le vendre aux martiens, enfin peut-être, mais du coup c'est aussi ce qui explique sa chute à un moment, parce que c'est pas viable. C'est évident que le capitalisme c'est pas viable, tout le monde le constate aujourd'hui. Voilà, donc après, quelles sont les solutions? Chacun y apporte sa pierre, une petite solution, etc. Mais il y a un moment où ce sera tellement pas viable que le réel ne sera plus fonctionnel. Et bah, ça mène à ma deuxième question. Mais en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus ce que j'ai bien compris. Donc en fait, l'idée c'est d'essayer de trouver les règles naturelles qui vont subvenir, enfin qui vont arriver en fonction d'un environnement dans lequel on se trouve en l'état actuel. C'est ça tu peux reformuler parce que ouais, pardon. L'idée donc du dialectisme, c'est de pouvoir prédire ce qui va se passer par rapport à un environnement donné. Si je prends parce que je me posais la question tout à l'heure, moi j'aime bien toujours essayer de chercher les contradictions de la pomme qui va naturellement, de la fleur qui va devenir jeune pomme, et ainsi de suite. Ça c'est dans un environnement tel qu'on connaît classique. Et j'imaginais un scientifique fou qui essaye de trouver, de mettre en fait cette pomme là, ne pas agir dessus, mais simplement la mettre dans un environnement. Mais il agit dessus puisqu'il change d'environnement. Mais indirectement. C'est-à-dire qu'il changerait l'environnement, mais il n'agirait pas sur la pomme en elle-même. Et l'environnement... du coup, il agit sur la pomme quand même indirectement. Oui, c'est vrai, indirectement. Même si c'est indirectement. Mais il agit sur l'environnement. Et donc c'est la distinction, ce que je faisais entre le changement mécanique et le changement dialectique. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai dit que le crayon, quand il apparaît, c'est une modification, mais mécanique, parce qu'il n'était pas évident. Oui, mais justement, j'imaginais un scientifique qui trouverait le moyen, sans agir sur l'arbre, par exemple, pour que l'arbre, naturellement, donne des crayons. ça paraît complètement fou, mais je sais pas qui trouverait... Effectivement, ça paraît complètement fou. qui trouverait un environnement qui ferait que, naturellement, l'arbre, il pousserait en crayon. Enfin, Tu veux y réfléchir? Tu vas le modéliser, il faut en parler. Non, mais l'idée étant de non pas travailler sur l'objet en lui-même, mais en faire en sorte que l'objet lui-même se transforme comme on le souhaite. Et justement, du coup, comme on le souhaite. Donc on a... justement, et du coup, tu vois bien qu'il y a forcément, ça veut dire que sans nous, ça ne peut pas avoir lieu. Donc dans tous les cas. Ouais, mais je pense à cette lobotomisation qui fait qu'actuellement, on essaye de faire des gens ce qu'ils ne sont pas, mais quelque chose en particulier. Et aujourd'hui, on retrouve de plus en plus des gens qui deviennent des machines, alors qu'on n'est pas fait pour ça. Et c'est l'environnement qui chapitre s'appelle Humain ou Robot, passage s'appelle Humo-fascisme. Mais c'est en changeant un certain environnement qu'on va faire en sorte que l'homme qui naturellement ne serait pas fait pour faire ça, va se mettre dans telle ou telle condition. Donc mon exemple de l'arbre qui se transforme en crayon est complètement farfelu, mais c'était pour un peu expliquer que l'idée n'est pas d'agir sur l'objet en lui-même, mais son environnement pour que l'objet se transforme de lui-même comme on le souhaite. Ouais.
Mais après, ça fait partie, si tu veux, c'était de la même manière. Ok, aujourd'hui c'est plus poussé, l'ingénierie sociale est plus poussée. Encore une fois, c'est parce qu'il y a une progression dans cette ingénierie sociale-là. Mais de la même manière, c'était déjà comme ça sous l'esclavagisme. On modifiait l'environnement de l'esclave de sorte à ce qu'il répondent à des choses pour lesquelles il n'était pas prévu. Ça n'a pas empêché que ça ait été renversé. Oui. Et qu'il y ait le féodalisme. Et de la même manière, le féodalisme s'appuyait sur des raisons pseudo-naturelles qu'il prétendait naturelles pour dire ah ben le roi est en place, c'est comme ça. Et d'ailleurs c'était des raisons supranaturelles. Et le serf est serf et c'est ta condition, tu dois rester comme ça. Et tout le monde avait intégré je suis serf, je ne vais pas bouger de ma place. J'ai pas à bouger. Ce qu'on entend encore dans certaines structures très traditionnelles ou quoi, voilà, tu bouges pas de ta place, t'es comme ça, t'es là, tu fais ton truc et puis voilà. Tu vas quand même pas sortir de... Bon, là, on pourrait avoir peut-être des débats là-dessus, mais ce sont pas les esclaves en eux-mêmes qui se sont sortis de leurs conditions. Comme alors, pour la Révolution française, est-ce que c'est le petit peuple directement? Alors ça c'est une grande question. Mais finalement, ces gens qui sont complètement contraints, est-ce qu'ils peuvent réellement s'en sortir? Mais c'est peut-être... C'est pour ça qu'il faut faire c'est pour ça qu'il faut faire C'est pour ça qu'il faut construire une structure révolutionnaire, intégrer des révolutionnaires à la structure révolutionnaire. Parce que cet héritage dont tu parlais, il passe que si il y a des gens qui s'intéressent à... Tout à fait. Donc on est là pour Mais il faut bien comprendre, et j'ai déjà dit aussi des tas de fois, que de toute façon les événements historiques ne sont jamais le fait d'une masse de population. C'est toujours dans des lieux restreints et une minorité de population. C'est pour ça. Et c'est pour ça, encore une fois, de quoi ? Ici. Voilà. Et c'est pour ça que... c'est pour ça que... Qu'est-ce que je disais ? Oui, encore une fois, tu vois, en fait, on réfléchit à ni plus ni moins ce qu'on a appelé la dictature du prolétariat, qu'on ne trouve jamais chez Marx, c'est pas l'expression que j'employais, mais en fait, tout ce qu'il explique, et c'est Lénine qui en parle le plus, etc., c'est qu'à un moment, évidemment, pour faire en sorte que la conscience de classe soit du prolétaire émerge concrètement, etc., il faut les forcer presque, et lui ouvrir les yeux comme ça. Le truc, c'est qu'après, qu'est-ce qu'on fait du pouvoir, quoi, une fois qu'ils l'ont entre les mains? Ça, quand même, quoi, à voir. Est-ce qu'on a suffisamment d'hommes intègres, etc., pour le remettre, justement, et produire une société sans classe, ou est-ce que ça se transforme en bureaucratie, et c'est le risque à voir. Mais c'est pour ça que tout ça a déjà été pensé, et qu'on en vient, évidemment, à cette idée que, c'est sûr, quand tu regardes autour de toi, c'est pas réjouissant, et on peut pas... on va pas compter sur la masse qui, de toute façon, suit... que ce soit Pétain, Hitler, Chavez, De Gaulle, ils suivent. Donc à un moment, on ne va pas pouvoir changer 99% de la population. Donc elle subit de toute façon. Mais là où la dialectique est plus profonde, c'est le matérialisme dialectique, c'est qu'il explique ces modifications et ces changements par justement la modification de l'organisation sociale et notamment de la technique. Un très bon exemple, bon, c'est dommage parce que là on avance vachement sur le prochain cours, mais bon, je ressortirai quand même. Un très bon exemple aussi que j'aime bien prendre parce qu'il n'est pas politique et que ça nous permet d'aider sur autre chose et de montrer l'intérêt de la dialectique. Il est en musique, on voit bien que ce que des compositeurs ont pu produire, ce que Chopin a pu produire au piano, n'aurait pas été possible à l'époque. On n'avait que le clavecin, ça veut dire que Couperin n'aurait pas pu produire ce que Chopin a produit parce que la technique dont il disposait n'était pas celle-ci. Donc la technique fait aussi évoluer les consciences. Donc c'est pour ça qu'elle est importante. Et c'est ça le matérialisme dialectique, c'est qu'est-ce qui dans notre environnement social, dans notre environnement économique et matériel, fait qu'il y a cette évolution de la conscience. Et quelque part, même quelque chose qui a priori est négatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une nouvelle technique transformée en technologie qui peut sembler négative, eh bien on peut peut-être amener à la dépasser et conserver ce qu'il y a d'intéressant, mais la dépasser à partir du moment où c'est trop et donc la rendre dysfonctionnelle. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que, encore une fois, conserver le vrai et le faux, le positif et le négatif, et essayer de le conserver, de le dépasser. Il va être intéressant le prochain cours. Comme aujourd'hui. Hein. Ça donne envie. Pas d'autres questions ?